Comment aller chercher de 30 000 à 40 000 euros de plus quand on est à la recherche d'un nouveau job? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le monde de la tech. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de recrutement. Et du coup, les commerciaux, ils se préparent plus autant qu'avant pour leurs entretiens, alors qu'ils peuvent avoir 10, 15, 20 personnes en face d'eux, justement, sur ce même poste. Et aujourd'hui, du coup, je reçois Victor Vatus pour discuter de comment on peut changer ça et de comment on peut aller chercher de 30 000 à 40 000 euros de plus. Et est-ce que tu peux commencer en te présentant? Ouais, bien sûr. Ben, écoute, je te remercie pour ma deuxième apparition dans le podcast. Donc, Victor Vatius, je vis à Montréal depuis bientôt 10 ans et ça fait 10 ans que je fais de la vente. J'ai terminé VP Sales de Doolittle, qui est une entreprise française basée à Boston. Et finalement, j'ai monté deux boîtes. Donc, Serme Despen, qui est un cabinet de chasse de tête spécialisé en profil vente, et Trombone, qui est un outil SaaS un petit peu plus slow burn, qui fait l'onboarding et training de nouveaux employés, en fait. Ouais, comme tu disais, donc du coup c'est épisode 2. Le premier format qu'on a fait ensemble c'était l'interview flash. Donc pour ceux qui écoutent, je remettrai dans la description pour écouter ce premier épisode. Mais là du coup aujourd'hui je te reçois pour un autre sujet. Du coup c'est donc on va parler de aujourd'hui quand tu es candidat, que tu sois chassé ou que tu commences un process avec une entreprise, de comment gérer le process en amont et pendant les entretiens. Donc c'est un sujet, donc on en avait parlé en off tous les deux, et donc c'est un sujet que tu maîtrises très bien parce que le fait de, comme tu disais, que tu étais VP chez Doolittle, donc du coup tu as recruté beaucoup de monde, donc tu as le côté, tu étais en entretien, donc tu as vu tout ce côté-là. Maintenant du coup tu chasses des candidats, mais du coup tu vois pas mal de choses dans ces entretiens, donc je pense que l'épisode aujourd'hui va être super intéressant pour les gens qui vont écouter, pour ceux qui sont dans une démarche ou qui vont être dans une démarche bientôt de changer de job. Donc voilà. Quand on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit que tu avais quelques stats à nous partager. Si tu veux, on peut commencer avec ça. Ouais, les stats. Et en fait, le but de tout ça, c'est vraiment d'aider les gens à réussir leurs entretiens pour aller chercher 30, 40, 50 000 de plus sur leur salaire. Et c'est vraiment de pouvoir closer la personne. Donc, les stats, en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est sur un marché de candidats. Ça, c'est un peu le postulat de base, le candidat a le plus gros bout du bâton. Après ça, il n'y a jamais autant d'argent qui a été injecté dans la tech en France. C'est un record en ce moment. On est à 4,6 milliards sur le premier semestre, alors qu'on avait injecté 5,4 milliards sur l'ensemble de l'année 2020. Il n'y a jamais eu autant de décacorns, donc d'entreprises qui sont évaluées à plus que 10 milliards de dollars. Et en fait, ce que ça crée, c'est que ça fait une augmentation des salaires. Donc, il y a une entreprise, Willis Towers Watson, qui a sorti son rapport Salary Budgets Planning, qui estime que les salaires vont augmenter de 3 à 20% sur l'année 2022. Il y a beaucoup d'attractivité sur des nouveaux postes. Il y a une stat aussi qui dit que quand on a une promotion à l'interne, généralement on fait 5% d'augmentation, mais quand on va chercher un nouveau boulot à l'externe, l'augmentation de salaire se situe autour de 20%. En fait, le flip side de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent les salaires. Donc, quand vous arrivez en entretien d'embauche, peu importe si vous avez été chassé ou bien que vous avez postulé, il y a beaucoup de monde parce que c'est des postes qui sont de plus en plus attractifs en fait. Au final, le process, faut pas juste le voir comme tu es tout seul dans le process, comme si tu te fais chasser. Il faut vraiment montrer que tu as envie de changer et qu'il faut se donner les moyens en fait, pour rapport à ce job au final. Ouais, moi ce que je vois passer en entretien, c'est des gens qui sont chassés constamment. Et donc quand ils arrivent en entretien, ils sont un tout petit peu plus relax par rapport à il y a quelques années quand il fallait vraiment se battre pour avoir un boulot. Et en fait, c'est le piège dans lequel pas mal de candidats tombent, c'est de penser que ça va être un peu plus tout cuit et puis qu'il faut que ça soit l'entreprise qui vienne les convaincre. Effectivement, ce jeu arrive toujours, mais en tant que candidat, si vous voulez vraiment aller chercher cette promotion que vous n'êtes pas été capable d'aller chercher à l'interne, ou bien ce salaire plus conséquent, il faut toujours faire le show en entretien. Il faut toujours donner beaucoup plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On a commencé donc du coup avec les stats pour commencer à introduire le sujet justement d'aujourd'hui. Donc ce dont on discutait avant de préparer l'épisode, c'était que justement tu allais donner des conseils de ton point de vue et de ton expérience pour justement ces candidats, pour
pour les aider en fait dans leur recherche. Donc du coup, t'as quoi comme conseil à donner? Donc déjà, je voudrais séparer deux types de candidats. Il y a le curieux, celui qui est quand même, il se sent bien dans son boulot, mais bon, il aimerait savoir ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est quelqu'un qui voudrait un peu connaître les salaires, voir si son profil plaît toujours. On a toujours, en tant que vendeur, envie de savoir que on plaît au marché. Ceux-là, je vais les laisser de côté. C'est pas ceux sur lesquels on va se focuser. Moi, je voudrais parler des gens qui sont sérieux dans leur démarche et qui veulent vraiment changer de boulot. Donc des gens qui ont fait un peu le tour du poste, qui ne sont pas allés chercher la promotion qu'ils voulaient aller chercher, ils sont dans un environnement qui leur plaît plus, etc. Donc en fait, le premier conseil que je donnerais, c'est un peu ce qui va à l'encontre de mon entreprise aujourd'hui, c'est que attendez pas de vous faire chasser, attendez pas de recevoir une offre d'emploi via LinkedIn, etc. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de postuler directement auprès du hiring manager, du directeur des ventes, etc., dans l'entreprise de vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, en vente, bon, on l'a dit au début, c'est un marché de candidats. Donc, quelqu'un qui est en direction de vente, sa responsabilité principale, c'est d'embaucher. Donc, il sera toujours intéressé par des candidatures à froid. Si ce n'est pas le bon moment tout de suite, au moins, ça va créer un échange, ça va créer une conversation, une connexion. Et quand il y aura une ouverture, là, vous serez hyper bien placé. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon boulot chez Doolid en passant de VP. Je leur ai écrit après la levée de fonds et je leur ai dit: salut les gars, c'est trop bien ce que vous faites, j'aimerais trop vous aider. 3 semaines après, je commençais chez eux. Donc, soyez un petit peu plus proactif déjà dans vos recherches. Chaque détail compte. À partir de ce moment-là, une fois qu'on s'est mis dans la démarche de changer de boulot, moi, je commencerai déjà par le CV. Moi, j'ai un CV que je pourrais même mettre dans le lien après ça, si tu veux. J'ai fait faire sur Fiverr. Ça m'a coûté 23 $, je pense. Il est hyper propre. On voit le titre, l'industrie dans laquelle j'ai évolué, les dates très facilement, parce que quand on est recruteur, on traverse beaucoup de CV, donc il faut que l'information soit présentée de manière très claire. Et puis après, tous vos achievements, en fait, tout ce que vous avez fait dans votre carrière en termes de stats, le quota attainment, le President's Club, tous les trucs qui font vraiment ressortir votre candidature, il faut les mettre en évidence à côté. Donc moi, ce que je veux voir encore une fois, c'est le titre, l'industrie, le temps passé dans la boîte, et puis je veux savoir que tu as tout déchiré en fait dans ce rôle-là. En plus des chiffres et des achievements, par exemple, est-ce que tu as besoin de voir le cycle de vente ou la moyenne du contrat annuel ou ce genre de choses? Ça t'aide aussi à savoir en fonction des profils que tu recherches, ouais. Ça aide énormément. Il y a pas mal de candidats qui sont pas à l'aise de le partager en CV. Donc ça, c'est des questions que je pose en entretien. Mais encore mieux, si tu peux le partager sur ton CV, ça m'aide au moins à savoir, est-ce que c'est vraiment un mouvement latéral pour lui? Est-ce que c'est une progression dans sa carrière? Et ça vient enrichir la réflexion. Une fois qu'on a un retour d'un recruteur, moi, je vous propose de booker le plus rapidement possible la rencontre. Ça sert à rien de booker pour dans 2 semaines. Quand on parle avec quelqu'un qui cherche à recruter, en plus de ça, en vente, le besoin, il est très souvent immédiat. Donc, plus tôt on va lui parler, plus tôt on va placer les chances de notre côté. Il faut comprendre que la réalité d'un recruteur, c'est que ce soit en interne ou bien un chasseur de tête, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de gens avec qui il faut parler. Donc, en fait, il faut aussi leur rendre la vie facile. C'est des gens qui sont débordés. On ne se rend pas vraiment compte de la réalité de ces gens-là. Et un recruteur, c'est la première personne à qui vous allez parler. Je pense que c'est un peu l'équivalent du réceptionniste dans le domaine du recrutement. C'est quelqu'un pour qui les gens n'ont pas toujours le plus d'affection, etc. Mais c'est la première personne à impressionner. Donc c'est une personne avec qui il faut bien jouer parce que ce soit quelqu'un en externe ou encore là en interne, elle va être très influente dans tout le processus. Et en fait, la première impression va être déterminante pour la suite du processus, qui est généralement 3-4 entretiens avec un petit case study par-ci par-là. Donc une fois qu'on arrive à l'entretien, Et attends, juste avant que je te laisse continuer sur les entretiens, là j'avais deux trucs à dire. Le premier, c'est sur le fait que, comme tu disais, il faut revenir rapidement vers le recruteur ou, enfin, plus tu prends le premier entretien rapidement, plus aussi ça va te faire avancer rapidement dans le process parce que faut savoir que, comme tu disais, si tu attends 2 semaines, bah, du coup, pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui vont sûrement postuler et qui vont avoir leur entretien avant. Et s'ils cherchent 2 personnes et qu'ils trouvent les 2 personnes avant toi, bah, du coup, c'est trop tard. Et justement, ce qui se passe, et nous, il y a certains postes, c'est ce qui s'est passé en interne, c'est que
Les gens, ils ont postulé 2 semaines après que les premiers commencent à postuler et au final, on leur dit désolé, l'offre a été pourvue. Exactement. Et en fait, les derniers, là, je vais te dire un truc qui est horrible, qui se fait beaucoup dans l'industrie du recrutement, c'est que les derniers, ils servent juste en backup. Ils sont pas du tout considérés. Ils sont un peu là en mode, écoute, on avance avec les deux. Dès qu'ils signent leur contrat, on va te dire que pour toi c'est fini. Et en attendant, on va te faire mariner. Donc ça, c'est la pire des situations dans laquelle tu peux te trouver. Et aussi, l'autre point aussi, c'est que comme on est des commerciaux, ça, nous, c'est un truc et qu'on le partage à nos candidats, c'est, comme de mon côté, je recrute des IR, du coup, on leur dit, faut que tu traites ton process de recrutement comme si c'était un process de vente. Et justement, les candidats, justement, les meilleurs candidats qu'on a, c'est des gens c'est eux qui font avancer le process de recrutement, c'est pas eux qui subissent le process. On va y revenir après. Il faut closer ton interlocuteur, il faut lui rendre la vie facile, il faut lui présenter des concepts clairs de manière concise. Enfin, tout ce que tu ferais en vente, tout ce que tu ferais dans ton poste, il faut que tu l'appliques à ton processus à 100%. Et du coup, tu commences à parler des entretiens. Donc, je t'avais coupé. Donc, si on continue sur cette partie-là, du coup, je pense que par exemple les entretiens, la première étape, ça va être tout ce qui est de la préparation. Donc, comment tu te prépares ou c'est quoi le mieux pour avoir un impact sur ça? Donc la préparation, c'est un peu bâclé de temps en temps par les candidats. Moi, je vous dis, il n'y a pas besoin de passer 3 heures non plus. Mais bon, si vous êtes sérieux à propos du poste, un petit 30 minutes, ça fait pas de mal. Le site internet, dans quelle industrie l'entreprise évolue, les concurrents, la page LinkedIn, le blog, le LinkedIn de la personne avec laquelle vous allez parler, les reviews sur G2, Trustpilot, ça sera un super truc à utiliser dans vos questions à la fin. Si c'est du SaaS, il y a un free trial, passez 2-3 minutes à jouer dans la plateforme. Tout ça, ça va faire la différence dans l'entretien, dans votre compréhension du poste, pour aussi donner des réponses qui vont être intéressantes. Et en fait, avant de commencer, une fois qu'on s'est préparé, il faut penser tout de suite à la fin de l'appel. Comme en vente, quand on démarre un appel de pitch, de démo, etc., il faut toujours penser à où est-ce que je veux aller à la fin de cet appel-là. En fait, il faut comprendre que l'entreprise, elle galère. Dans tous les cas, tout le monde galère à recruter. Tout le monde recrute, c'est très compliqué de recruter, mais elle est aussi sur la défensive parce que elle s'est fait avoir dans le passé par des candidats qui sont très forts en entretien et qui finalement, une fois arrivés sur la chaise, ils sont un petit peu moins excités que pendant qu'ils faisaient leurs entretiens avec la boîte. En fait, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais. Donc, l'entreprise est en galère de talent. Donc, du coup, qu'est-ce que ça change en fait pour le candidat en fait quand il est en entretien? Qu'est-ce qu'il doit faire en fait justement par rapport à ça? Le premier truc que je ferais véhiculer dans mon entretien, c'est mon enthousiasme pour le rôle et pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile sur LinkedIn d'appuyer sur un bouton, de postuler pour un taf. En plus, on fait plus vraiment de lettres de motivation. Je veux pas faire l'ancien, à mon époque, on les faisait écrites, nous, les lettres de motivation, on les envoyait par la poste. Aujourd'hui, c'est voici mon profil LinkedIn, ok, je te recontacte. Donc en fait, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que tu es vraiment intéressé par le poste? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce poste et dans l'entreprise? Est-ce que tu as regardé la mission? Est-ce que tu as regardé vraiment ce qu'on fait? Ensuite de ça, est-ce que le recruteur il va se demander est-ce qu'il a l'expérience nécessaire? Ça va être vraiment le deuxième. Avant de parler de l'expérience, je voulais te demander par rapport à l'enthousiasme du coup pour l'entreprise, parce que je vois beaucoup de candidats en fait dans les entretiens qu'on fait. Donc du coup, tu sais, quand on leur pose la question pourquoi Chili Pepper par exemple, et en gros, à chaque fois ils nous sortent les valeurs peut-être de l'entreprise, par exemple. Enfin, c'est pas non plus, je pense qu'il n'y a pas une réponse, enfin il n'y a pas une réponse bonne ou mauvaise réponse ici, mais si par exemple, tu donnes juste les valeurs de l'entreprise pour lesquelles tu dis ouais, c'est pour ça que je veux rejoindre cette entreprise, sans vraiment comprendre en fait ce qu'il y a derrière, nous on sait déjà, c'est pas le premier à nous dire ça, c'est peut-être le 50e candidat qui nous dit ouais, moi c'est les valeurs de l'entreprise qui m'intéressent. Donc après, je sais, peut-être sur le rôle des IR c'est un peu différent, mais qu'est-ce que tu vois généralement en fait par rapport à ça qui fonctionne? Ouais, bah écoute, déjà, je te dirais que si quelqu'un a fait des recherches sur ta boîte et qui connaît tes valeurs, il se place déjà dans le 30 ou 40% des gens Ah ouais? Ok. qui ont fait leurs recherches. De moi, ce que je vois passer, je travaille principalement aux États-Unis par contre. Et en fait, ce que j'aime bien entendre moi dans pourquoi telle entreprise est plutôt qu'une autre, c'est de savoir qu'il a fait ses recherches et c'est de savoir aussi qu'il y a quelque chose de personnel qui le relie. Parfois, c'est tu sais,
t'attends pas à ce que les gens ils disent je suis passionné par le fait de booker des meetings avec un calendrier en automatique après avoir rempli un formulaire. Personne n'est passionné par ça. Par contre, je suis passionné par le fait que vous avez une culture incroyable. Je vous vois tout le temps passer sur LinkedIn. Vous avez du super bon contenu. Il y a l'air d'avoir une super ambiance. Moi, je veux faire affaire avec des gens qui ont du succès. Je veux pouvoir grandir dans la boîte. Et Chili Piper, ça représente tout ça à mes yeux. Ça, je pense que c'est une bonne réponse et ça va venir te faire un peu t'élever par rapport à juste ah vous avez des valeurs incroyables et puis je me vois vraiment dedans. Ouais, parce que juste le truc des valeurs, ça se voit, c'est qu'ils ont juste mis ça sur leur liste et en soi, c'est sans vraiment chercher le pourquoi. En fait, c'est ça qui, on va dire, t'es content, enfin, de parler de ça. Enfin, il n'y a pas trop de. Tu sais que tu dois préparer ton entretien, mais là, c'est juste préparer pour préparer. C'est pas non plus, comme tu disais, il n'y a pas le côté personnel de pourquoi Tu lances ils parlent quelque de chose ça. de personnel. Et tu sais que après, c'est pas ah, c'est trop bien, grâce à vous, je vais avoir du succès, parce qu'il faut que tu le places auprès de l'entreprise aussi. Mais ça peut vraiment être écoutez, vous êtes en pleine croissance, vous avez fait une série A et 9 mois après, vous avez fait votre série B. Il va y avoir des acquisitions, il va y avoir encore de l'action. Ça me plaît énormément. Tout le contenu que vous mettez en ligne, je le consomme, je l'adore. J'ai suivi déjà des gens, Elric, tu sais, qui ont des gars qui se bougent, etc. Et moi, je me retrouve vraiment là-dedans. Donc, du coup, après, tu commences à parler de l'expérience. Donc, du coup, quand tu dis l'expérience nécessaire, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, en fait, on parle d'un poste de SDR par exemple. SDR, c'est un super bon exemple d'un poste où peu importe l'expérience que tu as dans ta vie, en fait, tu pourrais quasiment postuler et si tu te le présentes bien, avoir une chance d'avoir le taf. Donc en fait, c'est une fois que tu as trouvé le poste, généralement, il y a une description des tâches. Il faut bien que tu t'imprègnes de ça et que tu comprennes. Et qu'après ça, tu donnes des exemples précis de j'ai fait ci et ça dans le passé, et voici comment ça s'applique au rôle en question. Et si je ne l'ai pas fait, voici ce que j'ai fait de connexe, de similaire, et voici ce que j'ai fait en tant qu'apprentissage pour te dire que quand je vais m'asseoir à la chaise et que je vais faire le taf, je vais vraiment réussir à le faire. C'est ça, parler de tes expériences. Je vois des candidats qui me disent écoute, je vendais telle solution, nous la solution, les features c'était ça, et voici. Ça ne m'intéresse pas ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est je sais que tu n'as pas exactement toutes les expériences nécessaires, surtout si tu es au début de ta carrière pour le poste en question. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu sais ce que tu n'as pas et est-ce que tu sais comment tu peux fermer ce gap en fait entre ta situation et ce que le poste requiert. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les SDR, du coup, avec l'expérience, nous, bon, je pense que ça va être pareil pour toutes les boîtes qui recrutent des SDR, mais on a les deux catégories de candidats. C'est des gens qui se reconvertissent justement dans la tech et dans la vente. Donc, du coup, bah, ils commencent avec un rôle de SDR, ils n'ont pas forcément d'expérience ou ils ont fait un bootcamp de. Enfin, ils n'ont pas d'expérience. Si, comme tu disais, ils ont peut-être des trucs similaires au rôle de SDR, des gens qui travaillaient en ONG, qui faisaient du call calling, mais sur du B2C, ou alors des gens qui travaillent en call center. Mais après, il y a des gens qui ont fait des bootcamps de SDR. Donc ça, c'est la première catégorie qu'on a. Et la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est les SDR qui étaient dans une autre boîte. Et on commence à séparer ça parce qu'avant, on les traitait de la même façon. Mais du coup, maintenant, on ne traite plus vraiment de la même façon parce qu'un SDR qui a déjà l'expérience, on va voir déjà, premièrement, dans quel type de boîte il travaillait. Parce que s'il travaillait dans un Oracle ou s'il travaillait dans un Zendesk, pour passer dans une boîte où il y a 180 employés, et on va devoir tester des trucs sur lui parce que quand tu travailles dans un Zendesk ou un Oracle, c'est plus de l'exécution qu'autre chose. Et chez nous, généralement, c'est des profils qui vont un peu plus galérer que dans la boîte où vous êtes avant. Ouais, puis après, il y a la question du mouvement latéral aussi. T'es SDR chez Oracle, tu veux venir chez Chili, c'est quoi ta motivation? Ah bah ça marche pas chez Oracle. Bah, qu'est-ce qui marche pas en fait? Parce que si ça marche pas chez eux, il y a peut-être qu'il n'y a pas de chance que ça marche chez nous aussi. Donc ça, je me poserai cette question-là. Mais donc l'expérience, surtout en vente, bon, moi, je n'étais pas le plus fort à l'école. Ça m'a pas empêché de monter assez haut en vente parce que c'est tout au mérite, c'est tout à la détermination. Et en fait, j'arrive sur mon autre point, sur le fameux hustle en anglais, le côté un peu débrouillardise, etc. Montre-moi que tu en as aussi en entretien. Montre-moi des situations, donne-moi des exemples précis de, écoute, j'avais une situation qui était très compliquée et en fait, il n'y avait pas énormément de solutions. Et voici à quoi j'ai pensé de manière un petit peu plus créative. Parce qu'en fait, tu l'as dit, chez Oracle ou dans les grosses enterprises, c'est un peu, écoute, voici le playbook,
moi, ce que je paye vraiment, c'est ton temps, c'est ton énergie. Par contre, chez Chili, je vais te demander de te creuser la tête, je vais te demander d'écrire tes copies toi-même, de faire tes scripts de cold call toi-même. Et ça, il faut que tu me prouves que tu as ce côté un peu think outside the box qui est très, très recherché en vente pour ton succès. Une personne qui va arriver d'une grosse boîte, généralement, ils arrivent chez nous et ils vont être en train d'exécuter, c'est tout. Et ils vont pas réfléchir à, ah, ça marche pas ça et je vais essayer de l'améliorer. Non, c'est, ah, on me l'a donné, du coup, bah, je veux continuer à le faire et ils se posent pas la question comment dire, bah, de l'améliorer. Alors qu'il y a d'autres, justement, de SDR qui étaient dans d'autres structures plus petites où il y a déjà généralement ça, parce il y a plein de choses à faire et d'une certaine façon, ils l'ont déjà fait. Et ils le refont ici. Donc, du coup, on sait que bah, ces profils-là, on va devoir plus les pousser. C'est pas forcément parce qu'ils vont pas le faire forcément naturellement. Les gens qui étaient chez un Zendesk ou un Oracle, ils vont pas forcément se casser la tête à réfléchir à une nouvelle séquence ou à les améliorer. Mais ceux-là, faut les pousser un peu plus que le reste de l'équipe. Il y a un désavantage aussi à bosser dans des grandes boîtes, c'est très compliqué aussi quand le marché il est ratissé en long, en large et en travers et que tout le monde s'est fait démarcher une dizaine de fois. Il y a des avantages, mais c'est vrai que c'est des profils un petit peu différents pour des entreprises, surtout de la taille de Chili, quoi. Non, j'allais continuer sur le reste en fait de ce que quand on pense à la fin de l'appel, le recruteur aussi, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que cette personne va bien s'intégrer avec le reste de l'équipe. Chez Chili, on le voit sur LinkedIn, vous avez une super belle ambiance de travail. Apparemment, tout le monde s'entend bien. On voit des photos de vous il y a 2 ans, puis là, les promotions, etc. C'est top. Et en fait, les employeurs sont très protecteurs de ces ambiances-là. Donc, si j'ai un candidat en face de moi qui remplit toutes les cases, mais je me dis, tiens, ce gars-là, j'ai pas une bonne vibe, j'ai pas l'impression qu'il va vraiment bien s'entendre, il va vouloir, prendre plus de place, faire un peu plus de bruit, ça, c'est un gros boss kill en fait. C'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment travailler en entretien pour montrer, écoute, moi j'arrive, même si j'arrive de chez Oracle, euh, pour aller chez Chili, je vais être très humble, je vais regarder comment ça se fait, je vais, pendant 30 jours, je vais pas faire trop de bruit, je vais vraiment m'imprégner de ce qui se passe. Je vais faire le taf, je vais laisser mes chiffres parler. Ça, c'est l'approche humble en fait à avoir. Et du coup, comment tu fais parce que tu disais, faut bien s'intégrer justement au reste de l'équipe. Donc, comment tu fais, parce que justement, quand tu es encore en entretien, comment tu fais pour montrer ça? Parce que du coup, c'est le recruteur, il sait quel type de profil il cherche, mais toi, quand tu es candidat, comment tu fais pour savoir ça? Est-ce que en amont, tu parles aussi avec des gens dans l'équipe pour voir un peu comment est l'ambiance ou comment tu fais ça? Moi, dans tous les cas, si j'étais candidat, je demanderais à un moment dans le processus à parler avec quelqu'un, soit qui fait le même boulot pour lequel je postule, ou bien quelqu'un qui est un account exec ou qui est dans un département un peu différent, pour avoir une conversation informelle. Il faut faire très attention à ces conversations-là parce que la personne avec qui vous allez parler, elle va aussi donner un feedback. Et donc là, elle va dire, ah, tu sais quoi, ce mec-là, je le sens pas du tout. Ou bien, ah ouais, franchement, cette fille-là, je pense qu'elle serait une super bonne addition à l'équipe. Et donc, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est toujours de montrer je suis quelqu'un de très humble, j'ai une belle expérience, je sais ce que je peux apporter, mais je vais faire le taf, je vais laisser mes chiffres parler. Et puis moi, c'est un peu parler de ce que tu fais en dehors du taf en fait. Moi, je suis quelqu'un qui fait ci, ça, pour montrer que tu es un être humain comme tout le monde et que tu n'es pas là juste pour tout casser et puis un peu prendre trop de place par rapport au reste de l'équipe existante, quoi. Et en fait, euh, ce sur quoi on va porter attention aussi, c'est est-ce que la personne pose des bonnes questions et est-ce qu'elle peut être coachée et est-ce qu'elle a les bonnes valeurs? Ça revient un petit peu à ce qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe. Donc, les bonnes questions, on va y revenir après ça. Être coaché, c'est quelque chose qui n'est pas évident à montrer en entretien, mais c'est plutôt, est-ce que si je t'ai fait une remarque et que je voudrais voir comment tu as un peu reçu cette objection pour savoir, tu sais, il y en a qui le disent en entretien. Moi, je suis coachable. Ouais, mais bon, ça me dit rien que tu me le dises en fait. Faut que tu me prouves. Écoute, avant, j'étais pas du tout à l'aise à faire des appels. Et voici le processus que j'ai utilisé pour faire tomber mes barrières mentales. J'ai fait 10 appels en une semaine, après j'en ai fait 20. Tu sais, me montrer ton cheminement pour me montrer que, OK, même s'il y a quelque chose qu'il ne possède pas encore comme skills, au moins, moi, je vais pouvoir lui enseigner. Ça, c'est très important. Et puis après, les valeurs. Et toi, tu fais
Tu fais, du coup, toujours sur la partie coachable, toi, tu fais des roleplays avec eux dans tes entretiens ou parce qu'en plus de leur poser ces questions-là, Alors moi, en tant ou que comment tu fais? cabinet de recrutement, je fais pas de roleplay. Par contre, je suggère à tous mes clients d'en inclure un, surtout pour tu sais, pour un SDR, à la limite, je ferai quelque chose de très très succinct. Pour un account exec, après ça, quand on monte enterprise, etc., c'est sûr que je le fais au moins pitcher quelque chose, que je fais un petit roleplay de vends-moi ce que tu vends en ce moment. Je vais écouter, je vais t'envoyer quelques objections. Je voudrais voir comment tu réponds aux objections. Je voudrais voir comment tu présentes des concepts, comment tu valides, etc. Et ça, c'est une bonne façon aussi de voir est-ce que la personne aura ce qu'il faut pour le poste. Parce que ça, c'est le truc, je pense, où là, on est en train de refaire nos scorecards, par exemple. Donc, on est en train de voir sur la partie coachable. Donc, on faisait jusqu'à maintenant un roleplay, mais je pense que c'est pas suffisant pour analyser ça. Donc, on est en train de voir le type de questions qu'on va poser, comme ce que tu disais là, sur la question de. Et un exemple, c'est avant, tu n'étais pas bon en code call. Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'améliorer sur ça? Ou, par exemple, la dernière fois que tu as reçu du feedback, comment tu l'as mis en place par ton manager? Ou ce genre de choses qu'on aura en plus. Sur la partie du roleplay aussi, ce qu'on faisait pas avant et que j'ai commencé à faire, c'est avant on faisait deux roleplays. Donc le premier c'est pour voir justement, enfin c'est un call. On fait le roleplay, donne du feedback constructif, enfin du bon feedback et du feedback constructif, et après on le refait une deuxième fois. Et on voit s'il l'applique. Mais c'est pas suffisant parce que en gros ils le savent, c'est qu'ils attendent que tu que tu refasses ça. Ce qu'on a changé maintenant, c'est que à la fin du premier roleplay, je pose la question de comment tu sens, enfin, dis-moi ce que tu penses de ton appel. Donc, pour voir qu'est-ce qu'il pense qu'il pourra améliorer. Donc ici, généralement, j'ai deux types de candidats. C'est j'ai soit ah ben mon appel il était bon. Donc ça, généralement, pas très bon. Ouais, pas très bon. Si tu dis ça, c'est que pas très bon. Et deuxième, c'est ah je pense que j'aurais pu améliorer cette partie-là de l'appel. Et là, justement, c'est ce qu'on cherche. Si, et après je lui pose une deuxième question, c'est si tu devais refaire l'appel, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton appel? Et après, je lui donne mon feedback, et ensuite, je vois sa réaction par rapport au feedback. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend des notes? Est-ce qu'il me pose des questions sur le feedback? Est-ce qu'il me dit ah oui, merci? Ou alors, il me fait, et le dernier point, et c'est justement que je regarde, c'est là où généralement que je vois des gens qui sont pas coachables, c'est ah, mais ça, je le savais pas, donc du coup, blablabla. Et puis, il commence à te donner une excuse. Et ça, justement, c'est le genre de gens que tu veux. Enfin, Non, ils perdent des points par rapport à ça, c'est quoi. un bon point. Et dans les questions que tu poses, moi, ce que j'adore poser, c'est qu'est-ce que tu as appris récemment dans ton taf? Comment tu l'as appris? Pourquoi tu l'as appris? Et puis après ça, qu'est-ce que tu penses que tu ne sais pas pour le poste pour lequel tu appliques en fait? Qu'est-ce qui te manque? Et c'est ça qui manque. Ok, quel est ton plan pour aller chercher cette compétence-là? Et après ça, de voir, parce que dans la partie coachable, il y a aussi un paquet de choses où la personne va devoir aller chercher du knowledge par elle-même en fait. Donc, Ah, ouais, c'est un bon point que tu me dis parce que ça, j'ai pas forcément pensé à tout ça. Tu vois, c'est des trucs que je pourrais poser justement comme question sur la partie coach-up. De voir, comme tu disais, est-ce qu'ils savent où ils doivent est-ce qu'ils s'améliorer, savent où est-ce justement. qu'ils doivent s'améliorer? Est-ce qu'ils savent trouver l'information? Est-ce qu'ils sont assez curieux? Parce qu'en fait, tu veux quelqu'un de très, très, très curieux. Tu veux quelqu'un qui va tout gratter, etc. Parce que toi, en tant que gestionnaire, tu n'auras jamais toutes les réponses. Il y a forcément des situations où même un SDR qui sort d'école, qui a 21 ans, il va devoir trouver la réponse par lui-même. Et ça, ça vient dans toute cette réflexion-là. Si on continue sur, tu parlais aussi d'avoir des bonnes valeurs, donc qu'est-ce que tu en avais Bah, les pensé? valeurs, c'est qu'en fait, tout le monde veut travailler avec des gens qui sont sympas, ça c'est clair. Moi, je vous le dis, ma question à la fin, quand je me pose la question entre deux candidats, je me dis, est-ce que j'irai boire un café ou une bière avec cette personne-là juste tous les deux pendant 1 heure? Et est-ce que je me vois passer ce temps-là? Parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps avec ces personnes-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de sympa, de drôle, qui a de l'empathie pour les gens, qui est pas là à vendre quelque chose qui en fait n'est pas adapté à la situation ou aux besoins de la personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aider ses collègues à s'élever tous ensemble, ou bien est-ce qu'il va essayer de les faire tomber?
Moi, j'ai bossé dans des environnements plus ou moins toxiques au bout d'un moment, et en fait, c'est le genre de choses que tu veux éviter quand tu vas faire rentrer quelqu'un dans ta boîte. Et en fait, quand on te pose la question, moi j'ai une question que j'adore en entretien, c'est pourquoi j'achèterais de Elric chez Chili Piper et non Steve, qui est aussi un account exec chez Chili Piper. Pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre dans la même boîte? Et en fait, la réponse à cette question, elle est hyper intéressante. T'en as qui te disent, un peu comme toi tout à l'heure, le mauvais exemple, c'est ben, moi je suis le meilleur, etc. Ça me dit rien du tout. Et d'autres qui disent, écoute, en fait, on est tous une équipe. Donc si tu achètes chez mon voisin, c'est pas grave, ça va me faire plaisir. Moi, voici mon approche et voici la raison pour laquelle les gens me font confiance à moi. C'est comme ça que tu veux que les personnes en fait structurent leurs réponses pour voir à quel point ils ont ce côté empathie, solution selling, etc. Conseil suivant, donc là, je vous ai donné la liste de tout ce qu'un recruteur cherche dans cet appel-là. Donc, je voudrais revenir sur, avant de parler de la structure des réponses, etc. Encore là, je parle des détails, et pour moi, chaque détail compte. Donc, la lumière, la webcam, le background, tout ça, en fait, ça joue. Parce que, vous le savez très bien, en vente, l'interlocuteur avec qui vous allez parler, il va se souvenir de 5, allez, 10% max de ce que vous allez dire. Par contre, il va se souvenir de l'expérience, il va se souvenir de comment lui s'est senti pendant cette conversation-là. Et en fait, chaque détail compte. Donc si moi j'en ai toute la journée là, des gens, on voit pas le background, déjà la caméra est pas allumée, ils sont dans la voiture, c'est flou, etc. Ben, en fait, quand j'ai un candidat qui se présente super bien, ça fait une différence dans ma petite tête. Et quand je m'en souviens, quand on débrief 2 semaines après, je l'ai encore dans ma tête. Ah ouais, c'était top avec cette personne-là. Je me souviens pas des 3 quarts d'heure qu'on a passé ensemble. Je me souviens juste que je m'étais très bien senti pendant cet entretien-là. Euh, Au niveau du dress code, moi, ce que je conseille, c'est mon mentor qui m'avait donné ça à l'époque. Il faut s'habiller de la manière dont tu devrais être habillé pour le poste que tu vises, voire le poste que tu viseras plus tard. Donc, si tu veux être un enterprise AI dans la cyber security, généralement, tu es pas très loin d'être en costard en fait. Encore là, c'est plus pour mes petits amis américains qui arrivent en casquette à l'envers sur un entretien avec le jogging et tout. Je suis désolé, ça suffit pas. En France, on n'est pas comme ça c'est peut-être c'est une différence culturelle, mais je pense que tu les as vus passer en entretien aussi. Et tout ça, ça fait une différence en fait. Bah non, en plus, ouais, t'as raison, parce que au final, c'est plus adapté à l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, parce que j'avais vu, je sais plus c'était qui sur LinkedIn qui parlait de ça il y a pas longtemps, que son premier entretien qu'il avait fait en start-up, il était venu en costume cravate, alors que c'était, je crois, chez Doctolib par exemple, et du coup, bah en gros, la recruteuse elle l'avait coaché sur justement sur ce que tu viens de dire, c'est si tu viens dans une entreprise dont tu ne connais pas les codes, justement, le mieux ce que tu dois faire, c'est regarder un peu les codes de l'entreprise, et comme tu disais, bah, si tu fais de la cybersécurité sur du grand compte, bah, tu sais que tu vas devoir avoir un costume cravate. Il y a des boîtes où ce sera peut-être pas forcément le cas, mais comme tu dis, c'est parce que en fait, comme je pense que le point là-dessus, c'est que suivant comme tu t'habilles, si tu as un costume cravate alors qu'ils mettent pas de costume cravate dans l'entreprise, c'est qu'il Ouais, y a un c'est que t'as pas mismatch entre compris. ce que Ouais. Et en fait, c'est pour des entretiens en virtuel comme ça, je pense que c'est facile d'être très présentable. Le moment où tu fais un entretien en face à face, ce que moi je revois de plus en plus maintenant, surtout aux États-Unis avec le retour au bureau, etc., où les gens en ont il y a certaines personnes qui en ont marre d'être que en remote, donc ils veulent retourner au bureau. N'hésitez pas à demander au recruteur. En passant, je rencontre Michel. Est-ce que tu as des conseils sur comment s'habiller? Moi, on me l'a déjà posé plein de questions. Puis là, ça me prouve que la personne, elle est sérieuse, qu'elle se prépare, qu'elle prend ça à cœur. Euh, Quelque chose de tout bête, être à l'heure, avoir de l'énergie sur l'appel et avoir le sourire. Tout ça, c'est gratuit et ça fait une différence phénoménale entre la personne qui se donne, qui fait l'effort, et la personne qui est là parce que voilà, elle est tellement sollicitée qu'elle vous fait une fleur de se présenter en entretien, en fait. ouais, même comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est même sur l'expérience que tu vas te souvenir de ça aussi, parce qu'une personne qui sera pas forcément à son top ou qui sera pas souriante ou qui sera en retard, tu t'en souviendras. Le retard, je peux composer avec parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être en retard.
Mais encore là, le retard, il y a différentes manières de le gérer. Il y a je suis en retard, je me pointe sur l'appel. Et il y a je suis en retard, je t'ai envoyé un petit message pour te dire je suis désolé, j'ai une urgence, j'arrive dans 6 minutes. Ou bien je pourrais pas le faire, on replanifie. Ça arrive tous les jours. Mais moi, ça m'arrive aussi. Donc encore là, il y a la façon de le gérer. Euh, Là, je voudrais arriver sur les réponses, parce que là, on a fait pas mal de théories, etc. Là, on est en entretien, on est face à un recruteur, et généralement, la première question qui arrive, c'est Elric, je te remercie de présenter en entretien. J'ai beaucoup aimé ta candidature. Est-ce que tu pourrais te présenter? Et en fait, ça, c'est quasiment un énorme piège. Et le piège dans lequel un paquet de candidats tombe, c'est de donner un 15 minutes sur sa biographie de moi j'étais au lycée là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, là j'ai vendu ça, là j'ai eu beaucoup de succès, etc. En fait, moi je te le dis, je décroche complètement. Là je me dis, ah, j'espère que ma fille, tout se passe bien à la garderie là. Je pense plus du tout à ça parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de le savoir. On a 30 minutes. Mon but c'est de savoir, faut que ça soit bref, faut que ça soit tout de suite orienté vers le poste qui est discuté. Donc écoute, je m'appelle Elric, ça fait 3 ans que je suis SDR, je bosse en tech et aujourd'hui je me suis présenté à vous parce que voici mon objectif. J'ai juste besoin de savoir ça. J'ai pas besoin de connaître ton arbre généalogique et ton pédigré. Donc en fait, je voudrais arriver sur la structure des réponses. Il y a une structure assez connue là qui s'appelle la STAR method. Donc c'est Situation, Task, Action, Result. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on te pose une question, ce qui est intéressant, c'est de donner le contexte, donner vraiment l'environnement dans lequel tu évoluais pour donner l'exemple que tu vas donner, la tâche que tu devais faire, les actions que tu as prises. La bonus, si tu montres que tu as eu le côté hustle, que tu as eu le côté créatif, que tu es sorti un peu de ce qui était prévu dans le playbook, etc. Et les résultats que tu es allé chercher. Si tu es vendeur, que tu es en entretien, je sais que tu es un champion. Je sais que tu es trop fort. Je sais que tu es le meilleur. Je sais que tu étais toujours le numéro un. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel a été tout le processus. Comment tu as souffert en fait et comment tu as appris et quelles sont les erreurs que tu ne referas pas et qu'est-ce que tu vas m'amener dans l'équipe dont on parle en fait. Ouais, parce que tout ça, ça permet aussi de voir si, enfin, du coup, on repart un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure, de savoir où ils peuvent s'améliorer. Parce que là, ce que tu disais, s'ils ont fait un truc et qu'ils peuvent s'améliorer, en gros, ils savent où ils doivent appuyer pour Exactement, pouvoir parce que continuer à s'améliorer. si tu te présentes en entretien, je vais estimer que tu considères que c'est une progression dans ta carrière. Ou bien c'est un mouvement latéral, il faut que tu m'expliques pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi aujourd'hui dans ta situation actuelle. Donc ce que je recherche dans tes réponses, c'est court avec de l'impact, parce que des réponses de plus de 3-4 minutes, en fait, c'est sur 30 minutes, ça, c'est pas nécessaire. Et est-ce que tu me donnes des exemples? Parce que sinon, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la partie ah, chez Chili, vous avez des super bonnes valeurs. Sinon, c'est des réponses que je vais entendre constamment. Écoute, j'étais SDR, ça s'est super bien passé. Je suis passé EI, j'étais un champion du monde. Et maintenant, je suis prêt à prendre le gros salaire avec le gros quota. Ouais, mais moi, j'ai pas de substance derrière. Donc, en fait, tu vas pas te démarquer par rapport aux 100 personnes qui m'ont dit exactement la même chose. Alors que si tu me dis, si je te pose une question, est-ce que tu cherches à t'améliorer en vente et que tu me dis, ah oui, oui, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est top, parfait. Mais si tu me dis, écoute, moi, mon gros problème à l'époque, c'était le copywriting. J'avais un problème. Par contre, mon boss était jamais dispo. Il était très fort là-dedans, mais j'arrivais pas à aller chercher de coaching de sa part. Donc, je suis allé sur YouTube. Je suis tombé sur cette fille qui s'appelle Beck Harland, qui est hyper forte. J'ai checké toutes ses vidéos. J'ai appliqué sa méthode. J'ai vu un bump de 6% dans mon reply rate. Ça, c'est une réponse. C'est sûr que tu l'as le boulot. Entre nous, là, détaillé, j'ai eu un problème, je me suis sorti tout seul de ma situation et j'ai vu des résultats. C'est exactement ce qu'on cherche en fait. Ouais, et après, je te rejoins aussi sur le truc que tu disais sur être court et avec de l'impact, parce que nous, en fait, il y a un truc que je faisais, je pense là, après avoir fait passer 40 entretiens là, dans les 2 derniers mois, que je vois qu'avant, c'était pas forcément un point sur lequel je regardais, c'est s'ils sont concis sur les réponses qu'ils nous donnent par rapport aux questions que tu poses. Parce que comme tu disais, il y a des trucs qui peuvent passer 3 minutes à répondre à un truc, au final, il aurait pu passer 30 secondes ou moins. Exactement. Puis là, tu vois qu'ils s'embourbent. Et donc après ça, c'est difficile de s'arrêter, etc. Je voudrais juste dire que la réponse que j'ai donnée sur Beck Harlan, etc., ça vient pas de moi. Je dis pas, je vous ai donné une réponse et c'est une super bonne réponse. C'est une réponse que j'ai reçue en entretien, que j'ai notée parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de répondre de cette façon-là.
je pense pas que j'ai vu de candidat qui m'a répondu ça. Enfin, à ce point-là, je veux dire au niveau du détail, de parce que je crois que j'ai eu peut-être 2 conversations avec des candidats où on parlait de ce qu'ils faisaient, le type de enfin soit de podcast qu'ils écoutaient, comment ils le mettaient en place, mais pas avec le détail des résultats, par exemple. Ben, ça, c'est important. Et en fait, tout ça, c'est englobé dans l'enthousiasme, en fait. C'est l'énergie, c'est les sourires, c'est l'écoute active que tu vas faire. C'est vraiment, est-ce que tu es vraiment dans le moment? Et ça, c'est un concept que je trouve qui est très difficile à expliquer, mais c'est vraiment la, la longueur d'onde dans laquelle tu te trouves dans la conversation. Et tu vas voir qu'avec des candidats, tu as l'impression qu'ils ne sont pas vraiment présents. Moi, quand je suis en appel de vente, j'essaye absolument de me focaliser sur toute mon attention sur cette personne-là. Et c'est ça qui fait que la personne sent qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise. Si elle est comprise, elle va me faire confiance. Et si elle a confiance en moi, je vais pouvoir l'influencer dans sa décision, en fait. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, tout cet enthousiasme-là, de cet enthousiasme va découler tout le reste, en fait. Et donc là, ça arrive sur mon dernier point qui est vraiment les questions. Donc là, toi, tu as répondu à toutes les questions, tu as donné tes exemples, tu as donné de la substance, tu as donné de la matière, tu as donné des situations difficiles, tu as tout enveloppé à travers le poste et le besoin du recruteur. Et là, c'est la fameuse, bon, bah, écoute, Elric, est-ce que tu as des questions pour nous? Donc déjà, mauvaise réponse, j'ai pas de questions. Tu pas de questions, c'est terminé pour toi, je te dis tout de suite. Là, il faut que tu les aies préparées en amont. Idéalement, ça revient sur tes recherches que tu avais faites, la petite demi-heure que tu avais utilisée. Moi, j'aime bien y aller avec questions à très haut niveau et après des questions plus précises. Donc, je donne des exemples. Quels sont les objectifs de l'entreprise pour 2022? Quels sont vos défis majeurs? Quelles sont les opportunités pour l'entreprise? Et puis, quel est votre facteur de différenciation? Qu'est-ce qui me fait dire que finalement ça se vend? Ensuite de ça, des questions plus précises pour le hiring manager de l'équipe en question. Donc, quels sont tes objectifs à toi pour l'équipe? Quels sont les gros wins que tu as envie d'aller chercher l'année prochaine ou bien dans les 6 prochains mois? Le candidat idéal, selon toi, il ressemble à quoi? Toi, tu vas me dire, bah, moi, le gars, il faut qu'il ait ça, ça, ça. Et là, il y a 2 façons de répondre. Ah, ok, super. Non. Ah oui, ok. Donc, en fait, quand tu me dis ça, ça me fait penser que moi, j'ai fait ça. Ça, c'est top parce que je l'ai déjà. Ça, je ne l'ai pas. On est d'accord tous les deux. Mais voici mon plan pour aller le chercher. Et en fait, de la même manière qu'en vente, anticiper l'objection, c'est beaucoup plus puissant que de répondre à une objection. Écoute, Elric, tu vas me dire, j'en ai pas fait des appels auprès de VP Sales aux États-Unis qui cherchent à augmenter leur booking rate. Je l'ai pas fait ça. Mais voici mon plan pour y arriver. Ok, génial. Le mec, il sait déjà ce sur quoi il va falloir bosser. Et donc ça, c'est ton closing. C'est comme ça que tu vas le closer. Ben, en gros, non, mais en gros, tu mappes tes forces et tes faiblesses par rapport à l'offre. Et justement, quand tu poses des questions par rapport à ça, parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de candidats qui posent cette question en entretien, mais sans faire ce travail derrière. En fait, en faisant là où ils en sont et avec le rôle, ils posent juste la question pour savoir, en fait, ok, hey, ils cherchent ça, et ils s'arrêtent là. Parce que, en fait, c'est une question que je dois avoir peut-être un entretien sur d'à peu près. Et donc dans tes questions, c'est vraiment là que tu peux stand out. C'est là que tu montres ton envie, c'est là que tu montres ta coachabilité, etc. Donc, euh, question que j'adore, qui a du succès dans l'équipe? Est-ce que tout le monde fait ses chiffres? Qui ne fait pas ses chiffres? Je te demande pas de nom, je te demande plus une proportion. Pourquoi ils font pas leurs chiffres? Quel est le plan d'action qui est mis en place pour que tout le monde arrive à atteindre son quota, etc. Là, tu montres que tu es tout de suite dans la top priorité du hiring manager qui est que si on t'embauche, il faut que tu performes en fait. Et je voudrais arriver sur une des dernières questions qui est toujours le petit moment awkward, etc. C'est au niveau du salaire. Pour moi, c'est tout à fait OK une fois que tu as posé toutes les questions, puis que la personne elle te dit, écoute, il te reste 2-3 minutes, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, tu sais, je voulais parler un peu de salaire, les bénéfices qui sont. C'est correct d'en parler tant que c'est pas ta première question ou que c'est ta seule question. Encore là. Écoute, en termes de salaire, est-ce que tu peux me donner un range? Je te dis tout de suite, il y a tout le temps des ranges. Il y a tout le temps un CFO qui a dit ce poste-là, voici, à part pour candidat exceptionnel, on sera OK à augmenter. Donc en fait, c'est pas vrai que la personne ne peut pas en parler. Moi, j'en parle
dans la première minute quasiment en fait en disant voici le range du poste, là je te dis tout de suite, viens pas me voir en fin de processus en me demandant 30 000 balles de plus parce que ça passera pas. Je voudrais juste qu'on se mette d'accord. Et si ça n'a pas été communiqué au début, c'est correct de le faire après ce premier entretien avec un recruteur en disant je voudrais juste m'assurer qu'on parle de la même chose. Et eux, normalement, moi je conseille toujours d'avoir la boîte lancer le chiffre en premier pour que toi, tu te fasses pas. Parce que je le vois parfois avec des candidats qui me disent moi, je m'attendrais à tant. Et je dis mon vieux, le budget c'est 50 000 de plus. Donc en fait, tu me fais hyper peur en me disant que toi, tu t'attends à ça. Ça veut dire que tu n'es pas rendu à ce niveau-là de salaire dans ta tête. Donc en fait, peut-être dans tes skills, en fait, tu n'es même peut-être pas rendu là. Donc laisser la boîte le partager. Mais moi, je pousserais un petit peu plus que ce que je vois passer en entretien pour avoir le range en fait. C'est un point qui est super intéressant parce que je pense que le salaire, ouais, c'est souvent parallèle en dernier, on va dire plus du point de vue de l'entreprise. T'attends que ce soit qu'il y ait l'offre qui arrive. Nous, je sais que dans l'équipe, c'est ce qu'on fait parce que et je pense que peut-être qu'un truc qu'il faut voir qu'on change pour améliorer ça, mais on le fait jusqu'à maintenant parce que à cause de qu'on est en remote, moi je leur donne des ranges sur lesquels on est aux US parce que j'ai les ranges en tête, mais par exemple sur l'Europe, si c'est en France, je connais les salaires de notre équipe, mais si c'est un pays où on n'a personne dedans, je peux pas lui dire. On devra faire une recherche sur ça. C'est Si t'as pas de benchmark, tu peux faire ton benchmark avec tes candidats en fait, en disant bah en fait j'en ai pas, donc je vais devoir négocier le budget. Toi, tu t'attends à quoi? Encore là, hein, tu sais, bah moi, il faudrait que je sois dans un 80 000 pour que ça fasse du sens de bouger. Ok, parfait. Je pars avec l'info, puis je vais voir ce que ça dit. Ouais. Donc là, on a fini l'entretien. Parfait. Moi, il y a un débat sur LinkedIn, je sais pas si tu as vu, est-ce que tu devrais wave à personne? Moi, je suis team bye bye avec la main. Mais bon, là, je donnerai pas de conseils là-dessus. Et en fait, je voudrais juste finir tout ça sur l'après-entretien. Je les mentionnerai pas, peut-être qu'ils vont écouter ça, mais j'ai quelques clients. Si tu n'envoies pas un email de remerciement, de suivi, de tout ce que tu veux à la personne avec qui tu as parlé, ils te font pas d'offre. Et ça, bon, c'est des trucs à la limite, tu peux même pas discuter. Moi, je suis un peu old school de ce côté-là, donc c'est certain que quelques heures après ou bien la journée d'après, petite note, Elric, merci beaucoup pour ton temps. Je vais chercher quelque chose qui a été vraiment, tu sais, qui est sorti du lot dans la conversation. Tu sais, quand on a parlé de ça, ça m'a vraiment parlé et ça a renforcé ma motivation à vous rejoindre. Je me tiens à disposition pour toute question et en fait, en gros, j'essaie de te closer, j'essaie de te montrer que je suis chaud, j'essaie de voir quelles sont les prochaines étapes. Idéalement, en fait, en tant que candidat, j'aurais demandé à la personne avec qui je parle quelles sont les prochaines étapes. Ah, il faudra que tu parles avec Sylvie, ok, parfait. Dans ma note, je vais dire, je me tiens prêt pour Sylvie, voici quelques dispos, sinon on peut regarder pour la semaine prochaine. En gros, je lui mâche le travail. Je fais tout pour lui montrer que moi, je vais jamais lâcher et que c'est vraiment l'opportunité pour moi. on revient sur le point qu'on disait tout à l'heure, c'est toi qui gères le process aussi. C'est comme quand tu gères ton process avec tes clients, c'est t'envoies un email de récap et suivant comment tu le fais. Mais en soi, après chaque interview que tu as, tu montres tes motivations ou enfin tu fais un récap de ce que tu as parlé avec la personne parce que au final, même si l'entreprise ils en parle pas forcément en interne, tu sais que c'est des points que tu peux gagner au final dans le process. Ouais. Et en fait, la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que, bon, dans 95% des cas, dans les boîtes, la communication interne se fait pas très bien finalement. Donc, quand tu as un processus avec, on va faire le processus le plus long, tu as un chasseur de tête, ensuite tu as un recruteur interne qui refait un fit avec toi, ensuite tu as le hiring manager, ensuite tu as un petit case study avec le hiring manager plus quelqu'un de l'équipe, et qu'à la fin, tu as souvent pour les plus petites boîtes un appel avec le CEO, le VP, etc. La communication entre tout le monde se fait pas très très bien. Donc moi, en tant que candidat, ce que je ferais, c'est j'inclurais tout le monde avec qui j'ai parlé dans le processus dans ma note de suivi en disant salut Elric, j'ai bien parlé avec Sylvie, elle m'a montré le produit, c'était top. Prochaine étape, je parle avec Michel. En fait, ça, c'est un bonheur pour tout le monde de se dire ah, ok, c'est bon, ouais, tel candidat, il a parlé avec machin, donc là, il faut que je le bouge, etc. Là,
noirci un peu le tableau exprès pour dire que, encore ce que tu disais, plus tu vas faciliter, plus tu vas être en contrôle, plus tu vas être en maîtrise du processus et plus tu vas communiquer, plus tu vas avoir de chances de l'avoir. Et comme ce que tu disais sur la communication interne, c'est vrai parce que moi je crois que il y a une candidate qu'on a fait passer auquel où j'ai partagé son email qu'elle nous a envoyé parce qu'en fait elle allait à chaque email qu'on lui envoyait, elle nous répondait et derrière elle a mis un message sur LinkedIn aussi enfin, on va dire elle est beaucoup plus loin qu'est-ce qu'elle devait faire justement par rapport à ça parce qu'il y en a en fait ils ont juste leurs notes après et c'est tout. Et elle est un peu plus loin que ça et j'ai trouvé ça justement la démarche qu'elle avait fait et c'était pas en mode juste merci beaucoup, c'est genre vraiment comme ce que tu disais très spécifique par rapport à l'interview. J'ai bien aimé notre conversation qu'on a eue à cause de ça, enfin à cause de ça, grâce à ça. Et merci pour tout. Voilà. Et c'était. Et en fait, ça, ce que je peux faire pour terminer ce que tu viens d'expliquer, c'est donner des petites stats rapides. Bon, moi, je fais pas mal de mandats pour des account exec. C'est principalement ce qu'on me demande avec des directeurs des ventes. Moi, pour un poste de EI, généralement, je vois 30 personnes. Sur les 30, je vais sûrement en introduire entre 9 à 12. Je te parle pour une embauche, hein. 9 à 12 à mes clients et mes clients, ils vont en garder généralement 70-80%, c'est un bon ratio. Donc en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec qui tu discutes. Et donc même toi, qui est la personne qui est en fin de parcours, tu as quand même vu 3-4 personnes. Ben en fait, si tu as quelqu'un qui te donne des exemples, qui te donne des choses spécifiques, qui t'a ajouté sur LinkedIn, qui t'a envoyé une petite note, qui t'a dit c'était top, etc., et que les 3 autres, ils t'ont dit écoute, c'était très bien, merci, je suis à dispo, c'est ça qui fait la différence. Encore là, c'est que ces petits détails-là. Ben, c'est exactement ça. Là, on va arriver sur les questions de la fin du coup de l'interview. Donc, j'ai une question avant que je te pose les questions sur gestion de carrière. Les personnes qui venaient d'écouter l'épisode, elles devaient oublier tout ce qu'on vient de dire et qu'elles devaient retenir que 3 choses. Quelles seraient ces 3 choses? Donc la première chose, c'est il faut toujours faire le show en entretien, le show en anglais, là, pas le, le SHOW. Même si c'est un marché de candidats, il faut toujours absolument se préparer à 100%. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que chaque détail va compter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans un processus de recrutement et il faut rien laisser au hasard. Et la troisième, c'est il y a tellement de boulot que en fait, postuler pour quelque chose pour lequel vous êtes vraiment passionné, qui vous intéresse vraiment, parce que de là va découler votre enthousiasme. Et pour moi, cet enthousiasme, cette énergie, ce côté en fait qui va devenir proactif dans le processus, tout va découler naturellement du reste. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser des questions justement sur la gestion de carrière. Du coup, bah, en plus, enfin, ça continue sur le thème. Donc, si aujourd'hui, tu devais, par exemple, recommencer ta carrière de zéro dans la vente, qu'est-ce que tu ferais différemment avec tout, en fait, en gros, c'est avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui et que tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? En fait, ce que je ferais différemment, j'en ai parlé un tout petit peu au début, c'était les barrières mentales qu'on se met à soi-même là. Bon, je veux pas faire le philosophe ou quoi, mais c'est le côté ah tiens, je suis pas certain que je suis assez fort pour faire ça. Quand je pense aux gens qui le font, je me dis mais moi je pensais aux vendeurs de LinkedIn à l'époque, je me disais c'était des magiciens ces gars-là. Et en fait, c'était un manque de confiance en moi. Et une fois que tu te mets dans la tête que tu es à la bonne place, tu as fait ce qu'il fallait pour te former à ce métier-là. C'est un métier, la vente, c'est humaniser des processus qui sont très précis en fait. Et c'est juste ça. Donc c'est vraiment, si je veux le faire, je suis capable de le faire. Ça serait vraiment la base de tout si je devais reprendre dans ma carrière. Et c'est marrant que tu dis ça parce que je crois que mon premier rôle que j'ai fait de SDR, du coup, c'était pour une boîte américaine quand j'étais en Mexique. Et en gros, c'était un taf en anglais. Et mon niveau en anglais, il n'était pas fou. Et je me suis mis beaucoup de barrières mentales en même temps. Enfin, mais je vais jamais y arriver. J'ai passé les entretiens, j'ai été pris. Et au final, ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est juste toi et tes barrières mentales. Alors que justement, tu peux le faire comme tu disais. Les commerciaux de chez LinkedIn, c'est pas des magiciens, c'est juste des personnes comme toi et moi. Et ils peuvent le faire aussi.
Et en fait, plus tu avances, plus tu creuses, plus tu parles avec des gens qui ont eu du succès, etc. Et plus tu te rends compte que c'est des gens qui ont juste pris action, qui ont bougé et qui se sont placés dans une situation et puis qui après ont livré la marchandise tout simplement. Donc c'est tout bête, mais on parle souvent de concurrence en vente, voilà, de classement, etc., de chiffres. Et en fait, un gros cliché, mais bon, que j'aime beaucoup, c'est que la vraie concurrence, elle est contre toi-même, tout simplement. C'est contre toi-même de la veille et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est exactement ça. J'en parle beaucoup avec mes sbires de. C'est très bien de te concurrencer contre l'autre premier, enfin le premier de l'équipe ou contre une personne, mais au final, c'est toi. Regarde où t'en es aujourd'hui et compare-toi avec toi-même, mais il y a 6 mois et voir où t'en es. Et si tu t'es amélioré, bah, t'es sur un bon chemin. C'est très bien de vouloir comment dire, t'inspirer du premier, mais si toi tu t'améliores un peu tous les jours, au final, t'es sur le bon chemin. C'est pas, et au final, c'est une bonne concurrence. C'est pas juste se focus sur les autres et être le premier, quoi. Ouais, c'est sain, c'est très sain de toute façon de vouloir s'améliorer, de vouloir te perfectionner. C'est ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Ce que j'aurais aimé savoir sur la vente, c'est à quel point les processus de prise de décision au sein des boîtes, en fait, sont hyper bordéliques. Moi, j'ai vendu des trucs à 50 balles, puis des trucs à 7 chiffres. Et en fait, tu te rends compte que faire prendre une décision, faire signer un contrat à une boîte, parfois, en fait, ils savent même pas le faire. Toujours poser la question de comment les décisions sont prises à l'interne, sans vouloir non plus offenser la personne en face de toi en disant c'est peut-être pas toi qui vas signer, mais bon, j'aimerais bien comprendre. Comment les contrats sont signés? Est-ce que tu l'as déjà fait dans le passé? Ah non, j'ai jamais fait. Bon, bah, ça va être toute une aventure alors si on parle d'une grosse boîte. Et en fait, d'accepter que ton rôle, c'est vraiment de faciliter, d'être en soutien, d'être en support. Je te parle pour des deals pas très transactionnels, mais plus un tout petit peu plus poussés. De savoir que en fait, ton influence, elle sera pas aussi forte que ce que tu aimerais qu'elle soit et que tu seras vraiment là pour toujours pousser un petit peu, toujours leur rappeler que le projet est en cours, et cetera, toujours impliquer les gens, mais qu'au final, à un moment, il y a une porte qui va se fermer, tu auras pas accès à comment ça va être, discuté et il faudra toujours rester collé en sachant que, de leur côté, je veux dire, j'ai vu des boîtes, prendre des décisions sur des contrats de plusieurs millions, hem, en n'ayant pas de critères bien définis sur comment faire pour acheter le service en question en se disant bah écoute, je pense que le vendeur sait de quoi il parle, allez, on le fait. Et en fait, ça fait assez peur de voir ça de l'autre côté. Parce que moi, je te parle pas de Doolittle quand j'étais VP 16, mais je voyais comment les décisions étaient prises. Et en fait, ça m'a vraiment éclairci. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui est en vente, c'est de se faire pitcher. C'est de remplir un formulaire en ligne et de dire, écoute, on m'a chargé de, de me faire pitcher par vous et de voir à quel point c'est pas une expérience agréable d'acheter quelque chose en fait dans une entreprise quand c'est pas quelque chose que tu fais quotidiennement et de voir à quel point les suivis, c'est trop chiant, mais en fait, parfois, c'est trop bien parce que, ah oui, j'avais complètement oublié que j'avais ça sur la table et en fait, bah, c'est une bénédiction d'avoir reçu cet email-là et de voir, une fois que tu te fais pitcher par 3-4 boîtes de SaaS, l'expérience, elle est horrible. Horrible. Tu remplis un formulaire, ils n'utilisent pas Chili Piper. Honnêtement, je suis sérieux. Là, ça veut dire que tu attends 3-4 jours. Tu as un SDR qui va te préqualifier, qui va t'envoyer un email pour te poser des questions. Ah, tiens, toi, tu fais pas l'affaire. Tiens, voici du self-serve. Ah, tu fais l'affaire. Je te book avec quelqu'un. Tu verras toujours pas le produit. Donc là, tu as déjà passé 2 heures avec cette boîte-là. Tu n'as toujours pas vu si c'était quelque chose qui était intéressant pour toi. L'expérience aujourd'hui, elle est vraiment mal foutue. Pour revenir à ta question, vraiment rendre la vie le plus facile possible parce que prendre une décision et acheter quelque chose, c'est très compliqué. Pour continuer sur ça, justement, sur ce que tu as dit, il y a un très bon livre qui parle de tout ça, c'est The Challenger Customer. C'est la suite de The Challenger Sales. Et ça parle de tout ça, en fait, de comment tu facilites la vie à ton client, comment toi, en fait, ton champion, tu l'aides à vendre en interne. Parce que c'est pas toi qui vas aller vendre en interne, c'est ton champion qui va aller vendre en interne. Et ça parle de... Enfin, c'est trop long d'en parler là, mais en gros, c'est dès que tu as plus de 6 personnes inclus dans le deal, en gros, enfin, c'est comment tu fais pour faire avancer ton deal dans une boîte comme C'est ça. quoi. C'est de la gestion de projet, on est là. Si tu avais 3
contenu, ça peut être livre, blog, podcast, ce que tu veux, que tu recommandes. Qu'est-ce que tu recommandes? The Sales Game, numéro 1, il n'y a pas le choix. Honnêtement, je suis sérieux parce que tu arrives à vraiment aggregate, là, je ne veux pas faire le ricain, à centraliser tout ce qui se passe. Et c'est top quand tu n'as pas trop le temps de suivre un peu les posts sur LinkedIn, les débats. Moi, j'aime beaucoup Keenan, c'est Gap Selling. Je pense que tu mettras le lien. C'est un peu la nouvelle école. Après, tu parlais de Challenger Customer, je l'ai pas lu, mais Challenger Sale, moi j'avais adoré. Et Keenan, je trouve que c'est un peu la version un tout petit peu plus. Je suis dans les tranchées, je l'ai fait. L'autre, c'était un petit peu plus scolaire, on va dire. Et puis la troisième. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est un peu ce côté dark social, il y a toutes les communautés un peu privées Slack. Donc, bon, il y a la tienne avec Sales, c'est quoi? SDR Tribes. SDR Tribes. Moi, je suis membre de Pavilion, qui était Revenue Collective. Il y a Rev Genius, je suis pas trop fan, mais des communautés où il y a pas 13 000 membres, où il y a une communauté active qui partage. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est là que tu as les plus belles pépites, en fait, que tu peux trouver les meilleures idées fraîches, etc. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et en tout cas, merci pour la mention. Ah non, je suis très sérieux. Pour Keenan, un grand fan aussi, Gap Selling, j'ai dû le lire 3 fois déjà, même si c'est pas forcément quelque chose que je mets en place dans la partie SDR, mais ça te permet de vraiment mesurer l'impact que tu peux avoir dans la vente. Et sur les communautés, je suis d'accord, c'est là où en fait, en gros, Pavillon, j'en sers surtout sur, j'ai une problématique très spécifique j'ai une question par exemple sur comment gérer mon équipe, sur le recrutement. Je mets une question dans le channel de SDR Manager et tu as une réponse par rapport à ça. Et tu as des gens en fait, auxquels tu n'aurais jamais pensé qui vont te répondre. Donc, Et en fait, je te dirais que moi, quand j'ai été VP, donc gérer une petite équipe, on était une dizaine, j'ai fait face à plein de situations auxquelles j'avais jamais fait face. Et en fait, de voir qu'il y a 200 autres personnes qui sont exactement dans la même situation que toi, qui se posent les mêmes questions, il y a un petit côté rassurant de se dire, ok, je suis pas non plus là à être complètement perdu et à avoir le côté imposteur d'être à ce poste-là. C'est des vraies questions qui se posent. Tu peux échanger là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est très difficile de le faire sur LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn, c'est de l'influence, c'est du thought leadership, puis c'est de la prospection. Donc, ces enseignements-là se passent plus vraiment sur LinkedIn pour moi. Ça se passe sur ces communautés. si tu avais une personne à recommander pour le podcast, Je ferais venir Basile Vierne, moi. Le fou furieux de. Je sais même pas d'où il est ce gars, il doit être de Nantes ou quoi, mais je pense que ça doit être un bon client en podcast. Victor, merci beaucoup pour aujourd'hui, pour Merci à toi. tous ces points-là et pour préparer les gens en fait, à leurs entretiens. Et je te dis à bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Salut.